Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la manière de gérer une classe bruyante et difficile. Donc on verra quelles sont les stratégies pour créer un environnement d'apprentissage positif et productif. Le bruit en classe est un problème courant qui peut nuire à l'apprentissage des élèves. Et si vous voulez, ceci est un problème dont souffrent la plupart des enseignants, surtout dans les classes supérieures, au collège et au lycée, et même dans les classes supérieures du primaire. Donc, dans cette présentation, on va vous proposer des stratégies pour gérer ce type de classe. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, d'abord, c'est de comprendre les causes du bruit en classe et de développer des stratégies pour gérer le bruit et le comportement difficile des élèves. Et également, comment on peut créer un environnement d'apprentissage positif et productif. Le bruit en classe peut se manifester de plusieurs manières. Le chuchotement et le bavardage, les cris et les hurlements, les bruits des chaises, les bruits des tables, l'utilisation des téléphones portables, les sons électroniques, etc. Donc ce sont des manières, ce sont des manifestations qui dérangent aussi bien l'enseignant que les élèves. Donc ces manifestations, comme je viens de le dire, peuvent avoir des conséquences négatives sur l'apprentissage. D'abord, il y a une difficulté de se concentrer. Un élève qui travaille dans un bruit a des problèmes de se concentrer. Même l'enseignant a des difficultés à se concentrer. Il y aura ce qu'on peut appeler des découpages de concentration aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève. Un enseignant, il peut perdre les idées si, à chaque fois, il va s'arrêter pour demander aux élèves de se taire, pour demander aux élèves de se tenir tranquilles. Il y a également une perte de temps d'instruction. On perd beaucoup de temps à demander aux élèves de s'arrêter, de faire du bruit, de s'arrêter de bouger, de s'arrêter de parler, de s'arrêter de bavarder, etc. Lorsqu'on leur demande ceci, on perd du temps. Et il y a une sorte de frustration pour les enseignants, les enseignants et pour les élèves. Et ça, on le sait, dans plusieurs déclarations, il y en a même des enseignants qui sont prêts à quitter l'enseignement parce que les classes deviennent de plus en plus insupportables. Et point le plus important, c'est la diminution de la motivation et de l'engagement de la part des élèves et de la part de l'enseignant. Donc là, la conséquence maximale, c'est la détérioration du climat de classe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler dans une classe bruyante et dans une classe difficile, aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves. Donc, détérioration du climat de classe. Donc, il n'y a plus ce climat qui va permettre à l'enseignant de travailler tranquillement et qui va permettre à l'élève de se concentrer dans ce qu'il apprend. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les causes du bruit. Pourquoi les classes sont tellement bruyantes? Il y a des facteurs individuels. Des facteurs individuels, c'est-à-dire qui sont liés à l'individu lui-même. Ils sont liés à l'élève. On parle de besoin d'attention. On parle de difficultés d'apprentissage. On parle de manque de motivation. Et on parle de trouble du comportement. Donc, tous ces éléments-là peuvent être l'origine du bruit. Lorsque l'élève n'a plus
ne peut plus, faire attention, lorsque son attention est dissipée, n'est pas concentré sur le travail qui se fait, lorsqu'il a des difficultés d'apprentissage, soit c'est un élève en difficulté, qui a des problèmes dans telle ou telle discipline, donc au lieu d'essayer de comprendre, il va faire du bruit. Le manque de motivation, lorsque le travail qu'on lui présente ne présente pour lui aucune motivation, donc c'est normal qu'il va faire beaucoup de bruit. Et il y a également des élèves qui ont des troubles de comportement, c'est-à-dire qui ont des troubles psychologiques qui le poussent à ne pas se concentrer de manière continue dans son travail. Il y a également des troubles environnementaux. Lorsque les tâches sont trop difficiles ou bien trop faciles, s'ils sont trop difficiles, l'élève ne peut pas suivre, donc il commence à faire du bruit. S'ils sont trop faciles, ça veut dire que l'élève va terminer rapidement et on va se mettre à faire du bruit. Lorsque les consignes sont peu claires, c'est-à-dire que la consigne qu'on demande à l'élève de faire, il n'est pas très clair, donc il ne la comprenne pas, donc il va essayer de comprendre de la part de ses camarades et c'est la source du bruit. Il y a un manque de structure. C'est-à-dire que le travail qu'on lui présente n'est pas structuré et par de là et de là, et donc l'élève, il va essayer de parler avec ses camarades pour essayer de comprendre ce qu'on lui demande. Et lorsque l'espace de travail il est mal organisé, lorsque l'espace de travail n'est pas fait pour travailler dans la tranquillité, bien sûr qu'il aura des conséquences sur le calme qui, qui, qui est obligatoire dans une classe de, dans un travail en classe. Il y a également des facteurs externes. Les facteurs externes sont des éléments qui proviennent de l'extérieur de la classe et qui peuvent perturber l'apprentissage des élèves. Les élèves peuvent travailler en classe, mais à un certain moment, quelque chose qui se passe à l'extérieur peut avoir des conséquences négatives sur le travail de l'élève à l'intérieur de la classe. Par exemple, un bruit provenant d'autres classes ou de la cour de récréation, ou bien d'un espace de sport, travaux en cours dans l'école ou à proximité, si on a un travail de réparation d'une porte ou bien d'une fenêtre ou bien de quelque chose comme ça, il peut avoir des conséquences sur le travail en classe. Et bruit de la circulation, si l'école est à proximité de la route, le bruit des véhicules peut avoir des conséquences sur le travail en classe. Et également les conditions météorologiques défavorables, s'il y a des tempêtes, des vents forts, etc. Et il y a des événements qui sont ponctuels. Une fête à proximité, des manifestations à proximité, ils peuvent avoir bien sûr des conséquences sur le travail en classe. Et il y a des facteurs qui sont liés à l'enseignant. Et ceci, il est très important. Il faut que les enseignants fassent beaucoup attention à ces points-là. D'abord, le manque de clarté des instructions. Plus les instructions sont claires, plus l'élève sait ce qu'il doit faire. Et plus il n'a plus le temps de chercher par-ci ou par-là à comprendre ce qui est demandé par l'enseignant. Et le manque de préparation des leçons. Plus l'enseignant prépare convenablement sa leçon, plus il sait ce qu'il doit demander aux élèves, deviennent clairs. Et plus les leçons deviennent claires, plus l'élève est concentré, plus l'élève est motivé. Donc, il y aura obligatoirement un manque de bruit dans la classe. Et également une absence de gestion du temps. Lorsqu'il y a une absence de gestion du temps, lorsqu'on ne gère pas le temps d'une manière convenable, ça veut dire qu'on aura beaucoup de temps mort. Absence de gestion du temps, c'est-à-dire que le temps, il est mal géré par l'enseignant. Et lorsque le temps est mal géré, ça veut dire qu'il va nous donner beaucoup de temps mort. Et le temps mort, si vous voulez, c'est la bête noire de l'enseignement. L'enseignant va faire tout son possible pour éviter qu'il y ait du temps mort dans sa classe. Parce que le temps mort, il génère, si vous voulez, le bruit, il génère la démotivation des élèves. Et également, incohérence dans l'application des règles. Les règles que l'enseignant avec ses élèves ont mis en classe,
ils doivent être appliqués avec une cohérence absolue. Il ne doit pas y avoir, si vous voulez, une différence entre l'application de ces règles entre un élève et un autre élève, entre une période et une autre période, entre le début de la leçon et la fin de la leçon, etc. C'est-à-dire que l'application des règles doit être appliquée à n'importe quel moment de la classe, de la leçon. Maintenant, on va parler de comment on peut développer des stratégies pour gérer le bruit. On va parler des préventions et des interventions. Comment on peut prévenir le bruit et comment on peut intervenir en cas où il y a du bruit. D'abord, comment on va prévenir le bruit? Il faut établir des règles claires et cohérentes. Des règles claires et qui seront faites avec la collaboration des élèves. Ces règles, si vous voulez, c'est comme une sorte de contrat entre l'enseignant et les élèves. Également, on doit créer un environnement d'apprentissage positif, c'est-à-dire un environnement où il y a une sorte de confiance entre l'enseignant et les élèves. Organiser la classe de manière optimale, c'est-à-dire de manière à permettre à l'enseignant de circuler entre les rangées, de circuler, de voir, de suivre le travail des élèves, mais d'une manière optimale. Proposer des tâches stimulantes et motivantes. Et ceci est un point très important. Plus le travail qu'on demande à l'élève est motivant, plus il est plus concentré, plus il fait moins de bruit. Donc, plus le travail qu'on demande à l'élève de faire ne déclenche en lui aucune motivation, plus il va se donner à chercher d'autres distractions, donc avec ses camarades ou bien tout seul. Donc, et ensuite, on doit donner des instructions claires et précises. Plus les instructions sont claires, plus l'élève sait ce qu'il doit faire, plus il va se concentrer sur ce qu'on lui demande. Maintenant, comment on peut intervenir? On peut, de temps en temps, utiliser des signaux non-verbaux. Lorsque je vais demander à l'élève de se taire, je peux le dire d'une manière verbale, mais je peux le dire d'une manière non-verbale. Le fait de se taire devant ses élèves, sans rien dire, est un signal. Le fait de frapper au tableau est un signal. Le fait de frapper avec les mains, c'est un signal. Le fait de créer un silence dans la classe, c'est aussi un signal. Donc, rappelez les règles calmement, mais fermement. L'enseignant ne doit pas être trop indulgent concernant le comportement de certains élèves. Et ceci, il doit être instauré dès les premiers jours de classe, dès le début de l'année. Parce qu'une fois l'élève habitué à faire le bruit, et une fois l'élève habitué à l'indulgence de l'enseignant, les efforts de l'enseignant pour retrouver le calme sera de plus en plus difficile. Rediriger l'attention des élèves. Donc, essayez chaque fois de demander l'attention des élèves. L'attention des élèves est très importante parce que plus l'élève est attentif, plus il n'a plus le temps de chercher la distraction ailleurs. Appliquer des sanctions positives et négatives. Les sanctions positives visent normalement à encourager les comportements souhaitables. Ils permettent de renforcer les bons choix des élèves. Par exemple, des félicitations verbales ou écrites, des petits privilèges, par exemple choisir un jeu éducatif, être responsable du matériel, proposer un système de points avec des récompenses, une valorisation du travail et des efforts de l'élève devant toute la classe, etc. Et aussi, pour les sanctions négatives, ce sont des punitions traditionnelles qui visent à décourager les comportements indésirables. On les applique soit à une transgression des règles, et par exemple rester après les cours, perdre de quelques privilèges, par exemple la récréation ou bien les sorties scolaires, donner des devoirs supplémentaires, passage devant le directeur ou bien la directrice, ou le conseil de discipline, etc. Donc ça,
ça dépend de l'établissement et ça dépend des règles qui sont instaurées par les règlements intérieurs de chaque établissement. Mais l'important, l'objectif des sanctions, c'est qu'elles soient positives ou négatives, n'est pas de punir pour punir, mais de faire comprendre à l'élève l'impact de ses actions et de l'aider à adopter un comportement plus favorable à l'apprentissage. Donc c'est dans son intérêt. Un bon professeur saura utiliser les deux types de sanctions de manière équilibrée pour créer un climat de classe positif et motivant. Concernant la définition des règles et des attentes, et des attentes claires, les règles de la classe doivent être simples et compréhensibles. Simples et compréhensibles. C'est pourquoi on dit que ces règles, elles doivent être rédigées par l'enseignant et les élèves. L'enseignant et les élèves doivent intervenir dans la rédaction de ces règles. Et également constante et appliquée de manière équitable. Il ne doit pas y avoir de différence dans l'application de ces règles. Il ne doit pas y avoir de différence entre les élèves. Je dois les appliquer sur n'importe quel élève, sur n'importe quelle situation. Et également, les règles doivent être positives et formulées de manière constructive. Communiquer les règles aux élèves et les afficher dans la classe. Il est important d'avoir dans la classe, à l'entrée, une affiche où il est écrit toutes les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord. Par exemple, voici quelques exemples. Il est important de lever la main pour parler. Il est important de respecter les autres élèves et l'enseignant. Il est important de rester assis à sa place pendant les leçons. Il est important de parler à voix basse en classe. Il est important de ne pas crier en classe. Il est important de demander la permission avant de sortir. Il est important etc., etc. Donc les règles, ils sont tellement nombreux que que l'enseignant doit choisir quelles sont les règles les plus pertinentes et qui vont l'aider à gérer en mieux sa classe. Favoriser l'engagement des élèves. Les élèves qui sont engagés sont moins susceptibles de perturber la classe. Donc, on verra dans une autre vidéo quels sont les types de personnalités qui existent dans la classe et comment on peut, si vous voulez, garantir, susciter l'intérêt et l'engagement de mes élèves. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on doit favoriser l'engagement des élèves. Et on ne peut pas favoriser l'engagement des élèves avec des leçons mal préparées. On ne peut pas garantir l'engagement des élèves avec des instructions qui sont mal formulées, avec des règles qui sont mal appliquées, etc. Favoriser l'engagement des élèves, c'est proposer des activités variées et stimulantes. Adapter les leçons aux différents niveaux. C'est-à-dire que chaque élève doit se retrouver dans la leçon. On ne doit pas faire des leçons avec un niveau qui dépasse qui dépasse le niveau de mes élèves. Il y a des élèves qui sont en difficulté, il y a des élèves qui sont brillants. Donc, on va travailler et en prenant en considération les différents niveaux. Engager ou bien encourager la participation et la collaboration. L'élève, il doit participer au travail, mais il doit collaborer, c'est-à-dire il doit aller vers la réalisation de l'objectif de la leçon et utiliser des jeux et des activités interactives. L'élève, il est plus engagé lorsqu'il est devant une leçon qui répond à ses besoins. Et on le sait que l'élève de cette période, c'est un élève qui travaille beaucoup plus avec les outils informatiques. Donc, il est plus motivé lorsqu'il est devant un PC, lorsqu'il est devant un ordinateur, lorsqu'il est devant un travail interactif, lorsqu'il est devant un tableau interactif, plus qu'avec un tableau traditionnel. On utilise le tableau noir et la craie blanche. Donc, on doit améliorer
si vous voulez, les moyens d'enseignement pour attirer l'attention des élèves et garantir sa participation. Nous avons également répondre aux besoins individuels. Certains élèves peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour gérer leur comportement. Donc, si on ne fait pas attention à ces élèves-là, bien sûr qu'ils vont lâcher et ils vont faire des bruits pour essayer de combler, si vous voulez, ce besoin qui n'a pas été satisfait. Répondre aux besoins individuels en identifiant les élèves en difficulté, en mettant en place des plans d'intervention individualisés et collaborer avec les parents et les autres professionnels. Et ce qu'on veut dire ici, c'est qu'avec les élèves qui sont en difficulté, je peux travailler avec un avec un groupe et de temps en temps passer avec les élèves en difficulté pour voir est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'on leur demande ou pas. Donc de cette manière, je vais diminuer, si vous voulez, la frustration des élèves en difficulté et leur permettre de de, heu, de participer activement à la leçon. Créer un événement structuré et organisé, organiser la classe de façon à faciliter la circulation et la supervision de l'enseignant, établir des routines claires pour les transitions et les activités. Le passage d'une activité à une autre va se faire d'une manière fluide, va se faire d'une manière habituelle pour que l'élève sache que l'enseignant a fini une telle leçon, il va commencer une autre leçon. Donc ces routines-là, ils doivent être claires pour tous les élèves. Et on doit apprendre à gérer le temps de manière efficace. Gérer le temps de manière efficace, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas laisser de temps mort. Le temps mort, c'est le temps, c'est celui qui tue. C'est celui qui tue la leçon. Si on a beaucoup de temps mort, on laisse beaucoup de temps à l'élève de chercher à s'occuper autrement. Donc on doit, si vous voulez, exploiter tout le temps qui nous est imparti pour telle ou telle leçon. De cette manière, on ne laissera pas le temps à l'élève de faire le bruit, à chercher à s'occuper autrement. Utiliser des affichages clairs et concis. Les affichages qu'on utilise en classe doivent être clairs et concis. Les affichages qu'on utilise pour expliquer les leçons doivent être également clairs et concis, pour ne pas laisser le temps aux élèves de chercher l'explication ailleurs, et en cherchant l'explication ici et là, bien sûr, il y aura du bruit. Il y aura du bruit des tables qui bougent, il y aura du bruit des élèves qui cherchent l'explication, qui demandent l'explication d'un autre, etc. Gérer le bruit de manière positive. Utiliser des signaux non-verbaux pour attirer l'attention des élèves. De temps en temps, je peux frapper entre les mains pour attirer l'attention des élèves. Je peux crier. Je peux me taire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un simple silence peut avoir des conséquences sur le bruit à l'intérieur de la classe. Rediriger les élèves vers des comportements appropriés. On peut leur demander, je ne vous ai pas demandé de parler, je vous ai demandé de faire l'exercice tel ou tel. Donc là, on essaye de rediriger les élèves vers des comportements qui sont demandés. Encourager les comportements positifs. Chaque fois qu'on voit un travail qui a été bien fait, un travail qui a été, un comportement qui est positif, on va l'encourager. Utiliser l'humour et la dérision. De temps en temps, il n'est pas mal euh, de faire un petit peu d'humour et de dérision à l'intérieur de la classe pour détendre un peu le climat. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on veut garder le calme dans la classe, ça veut dire qu'on doit être trop sévère. Non, de temps en temps, on doit créer un petit peu, détendre un peu le climat de travail à l'intérieur de la classe. Alors voilà, donc pour conclure, euh, gérer une classe bruyante est difficile, tout le monde le sait. Et c'est un défi, surtout pour les nouveaux enseignants. Et il est possible de créer un environnement d'apprentissage positif et productif. Quand est-ce que en combinant des stratégies de prévention et d'intervention et de gestion positive du comportement des élèves. Les enseignants peuvent aider les élèves à apprendre et à se développer dans un environnement
calme et structuré. Donc voilà les points essentiels dans cette présentation. On a vu les manifestations d'une classe bruyante et difficile. On a vu quels sont les facteurs qui interviennent dans ce comportement. Et on a vu également quelles sont les stratégies de prévention et d'intervention et de gestion du comportement des élèves pour améliorer le travail dans les classes. Donc voilà, j'espère que j'étais clair et simple, comme d'habitude, et je vous laisse à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire pour encourager ce type de travail. Allez, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.